Chers élèves, bienvenue. Après avoir examiné ce qu'est la science et l'esprit scientifique dans la leçon précédente, nous allons maintenant étudier les différents types de sciences afin de voir comment la vérité s'y constitue. Notre problème va partir de l'idée selon laquelle la science se subdivise en 3 domaines. Nous avons d'abord les sciences formelles, nous avons les sciences de la nature et enfin ce qu'on appelle les sciences humaines. Nous allons alors interroger le mode de validation dans chaque sous-domaine, ce qui nous amènera à réfléchir sur la nature et la valeur de la vérité scientifique. Notre démarche consistera alors, dans un premier temps, à analyser chaque type de science ainsi que le type de vérité qui en découle. Et dans un second moment, à nous intéresser sur la nature et la valeur de la vérité scientifique. Dans un premier temps, nous commencerons par identifier les caractéristiques des 3 types de sciences. Si nous considérons les sciences formelles, nous dirons pour définir qu'une science est dite formelle lorsqu'elle procède par déduction à partir d'un système d'axiomes. La notion de formalisme renvoie à la forme logique de la pensée sans aucune référence directe à la réalité. Il s'agit alors d'une pensée qui tire sa validité de la manière dont ces éléments sont liés les uns aux autres sans tenir compte de ce qui est exprimé dans le propos. Comme science formelle, nous avons d'abord la logique. La logique se définit comme science des formes du raisonnement. Il s'agit de l'étude du seul rapport entre les termes du raisonnement, abstraction faite de la réalité. On peut rappeler que dans l'Antiquité, le philosophe Épictète avait pensé réaliser une norme logique pour mettre fin à la diversité des opinions. Dans le sillage de la science logique, nous pourrons citer une forme de raisonnement comme le syllogisme. Aristote nous dit qu'il s'agit d'un discours dans lequel, certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces données en résulte nécessairement par le seul fait de ces données. Nous voyons alors ici que seul compte la forme du raisonnement et non le contenu. Pour donner des exemples du syllogisme, nous prendrons le plus connu, où Aristote nous dit que tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ici, nous avons les prémices que sont d'abord la majeure et la mineure, qui, étant vraies, rendent une conclusion nécessairement vraie par le seul fait de ce qui précède. Voilà donc comment un syllogisme est ici constitué. Seulement, on va dire que dans ce syllogisme, non seulement la forme est vraie, mais également il y a vérité matérielle parce que cette vérité est constatable dans la vie des hommes. Mais nous allons prendre un second exemple. Ici, nous disons, tous les animaux sont des chats. Or, le chien est un animal, donc le chien est un chat. Il y a vérité formelle, même si d'un point de vue matériel, nous voyons qu'il n'y a pas de vérité dans ce syllogisme. Ce qui pousse Aristote à remplacer les mots de la phrase par des symboles utilisés dans la formalisation logique que les mathématiques adopteront. Tout x est un y, tout z est un y, donc tout x est un z. Deuxième science formelle, nous parlerons des mathématiques. Définissons. Selon le dictionnaire Larousse, les mathématiques sont une science qui étudie par le moyen du raisonnement déductif les propriétés d'êtres abstraits comme les nombres, les figures géométriques, les fonctions, les espaces, etc., ainsi que les relations qui s'établissent entre eux. L'analyse de la définition va commencer par la notion d'êtres abstraits. Nous dirons que les êtres mathématiques sont abstraits par opposition aux êtres concrets.
Il faut donc ici comprendre que abstrait et différent de irréel ne signifie pas ce qui n'existe pas, mais simplement ce qui est inaccessible aux organes de sens tels les nombres ou les figures mathématiques. En ce sens où il s'agit de pure création de l'esprit, c'est-à-dire qu'il ne renvoie pas à des éléments de la réalité concrète. C'est dans ce sens-là qu'il est possible de considérer que la définition est l'acte par lequel les êtres mathématiques sont créés. Comme illustration, on peut prendre l'exemple du carré. Le carré n'existe pas dans la réalité, il n'existe que par sa définition. On appelle carré une figure géométrique dont les 4 côtés égaux forment 4 angles droits. La suite de l'analyse nous amène à considérer le raisonnement déductif comme une opération mentale par laquelle l'esprit tire logiquement une proposition nécessaire à partir de postulats. Il s'agit alors d'un procédé démonstratif à partir de principes posés a priori, principes que seraient les postulats ou les axiomes. De tels principes rendent possible la construction d'un système cohérent de propositions comme les théorèmes et les définitions. Nous voyons ici que la vérité mathématique signifie non-contradiction, qu'elle renvoie à la notion de cohérence et on peut s'appuyer pour cela sur la naissance de géométrie non euclidienne, car jusqu'à une certaine époque, la seule géométrie valable était celle qui s'appuie sur le postulat des parallèles d'Euclide, qui est formulé dans l'Antiquité vers 300 avant Jésus-Christ. On voit ici que ce postulat reste valable à côté des théories plus récentes de Lobachevsky et Riemann qui énoncent des postulats différents concernant les parallèles. Alors, c'est cela qui va rendre nécessaire la méthode axiomatique et qui va donc permettre de dépasser ce que l'on appellera en mathématiques la crise des fondements. La méthode axiomatique est le socle sur lequel se sont édifiées les mathématiques du XXe siècle, à la suite de ce qu'on appelle la crise des fondements. Cette méthode met en place des règles formelles et un parti pris résolu pour l'abstraction au détriment des références à l'intuition sensible, car il a été pensé que le postulat des parallèles d'Euclide faisait référence à une certaine forme d'intuition sensible qu'il s'agit de dépasser ici au niveau des mathématiques. Pour savoir ce dont il s'agit, écoutons Robert Blanchet. Il nous dit qu'un système mathématique ou axiomatique est par définition la forme achevée que prend aujourd'hui une théorie déductive. Système où soient totalement explicités les termes non définis ou les propositions non démontrées, ces dernières étant posées comme de simples hypothèses à partir desquelles toutes les propositions du système peuvent se construire selon des règles logiques expressément fixées. Nous voyons qu'aujourd'hui, les postulats et les axiomes sont considérés comme des hypothèses car les mathématiques doivent servir de support aux autres sciences, ainsi que le dira Bergson, la science mesure et calcule en vue de prévoir et d'agir. C'est cela d'ailleurs qui pose le problème du rapport des mathématiques au réel. Si les mathématiques ne sont qu'un jeu de l'esprit, dans le sens où elles ne portent pas sur des objets réels, qu'est-ce qui alors permet de comprendre leur aptitude à penser le réel? On peut avancer deux thèses. La première, c'est celle de l'isomorphisme, soutenue d'ailleurs par Descartes, qui considère que les lois de la nature sont faites pour être comprises par notre esprit. Cette explication rejoint celle de Galilée, selon qui la nature est écrite en langage mathématique. Si la nature est écrite en langage mathématique et que les lois sont faites pour être comprises par
par notre esprit, on comprend comment les mathématiques permettent de comprendre et d'expliquer ce réel. Une seconde explication consisterait dans l'idée que les théories mathématiques sont artificielles, c'est-à-dire entièrement construites par l'esprit humain. Dès lors, comme le pense Emmanuel Kant, la raison doit obliger la nature à répondre à ces questions. C'est donc la raison et non la nature qui dirige l'activité de connaissance en s'appuyant sur des schèmes mathématiques élaborés au préalable. Chers élèves, nous retiendrons à ce niveau qu'à partir des prémices ou hypothèses, on déduit une conclusion nécessaire, ce qui permet de parler de sciences hypothético-déductives. Dans ces sciences, la vérité est dite formelle, c'est-à-dire que c'est la forme, c'est la cohérence du raisonnement qui garantit sa validité. Le point suivant porte sur les sciences de la nature, encore appelées sciences expérimentales. Nous dirons que les sciences de la nature ou sciences expérimentales sont celles qui étudient les phénomènes naturels en se fondant sur la méthode expérimentale. L'analyse de la définition nous révèle que ces sciences ont pour objet d'étude la matière inerte, comme dans les sciences physiques, ou la matière vivante, comme en biologie. Ces sciences procèdent par expérimentation. Celle-ci comporte 3 étapes successives. Il y a d'abord comme première étape l'observation qui a pour point de départ un fait problème encore appelé fait polémique. Le fait problème est un fait qui contredit la conception que l'on se faisait auparavant d'une réalité donnée. Et nous allons remarquer ici qu'observer, ce n'est pas simplement regarder, mais observer, c'est disséquer le phénomène en fonction des étapes qui le composent. À partir de là, on établit une hypothèse. Celle-ci n'est ni une conjecture hasardeuse, ni une supposition fortuite, mais une possibilité non encore validée. Claude Bernard dit de l'hypothèse qu'elle est une interprétation anticipée et rationnelle des phénomènes de la nature. Cette interprétation, pour être retenue, doit passer à la vérification expérimentale où il s'agit de contrôler directement dans la nature ou dans un laboratoire la conformité de la théorie au fait. Cette hypothèse confirmée conduit à la formulation d'une loi de la nature. Et ces lois sont formulées en langage mathématique. Nous avons donc dans les sciences de la nature une vérité dite matérielle, c'est-à-dire dont l'expression correspond avec ce qui se trouve dans la réalité. Il y a ainsi adéquation de la pensée avec les faits, adéquation de la pensée avec le réel. Nous remarquerons néanmoins que l'induction est ici le mode par lequel se réalise cette connaissance, c'est-à-dire une généralisation à partir d'un certain nombre de faits. Nous retiendrons ici que les sciences de la nature visent à donner une explication des phénomènes naturels, que les hypothèses n'ont de valeur scientifique que lorsqu'elles sont expérimentalement vérifiées, et enfin que la vérité matérielle est une adéquation de la théorie avec les faits. Ce qui nous amène à analyser le troisième type de science qui concerne les sciences humaines. Dans la définition, nous voyons que par sciences humaines, il faut entendre une réflexion sur l'activité humaine considérée comme un fait. Cela veut dire que l'accent est mis sur les caractéristiques extérieurement observables de la manière dont les hommes se conduisent, soit individuellement, tel est le cas dans la psychologie, soit collectivement, c'est le cas dans la sociologie, en rapport avec les circonstances.
L'analyse de la définition va nous révéler d'abord que toutes les sciences qui ont l'homme pour objet ne sont pas réductibles aux sciences humaines. Ainsi, nous voyons que l'anatomie, comme la physiologie, étudie le corps de l'homme, mais relève du domaine de la biologie. L'activité humaine, considérée comme un fait, renvoie ici aux faits humains tels que les phénomènes psychiques, tels que les faits sociaux, tels que les lois du marché, etc. Se pose alors le problème de la scientificité des sciences humaines, problème lié à la particularité de l'objet d'étude qui soulève le problème de l'objectivité. Car ici, l'homme est à la fois sujet et objet, et il est difficile pour le sujet d'être objectif quand il s'agit de lui-même. Il y a aussi le problème de la méthode, car on rend compte de la difficulté à expérimenter, à quantifier, à faire des prévisions, pour ne pas dire des prédictions. Or, par le calcul mathématique, la science quantifie son objet. On note cependant, dans ces sciences humaines, l'existence de caractéristiques observables. Ces constantes donnent la possibilité de dégager des significations qui, dans un certain sens, seraient les lois de la conduite humaine. On peut donner comme exemple l'analyse sociologique du suicide, qui peut s'appuyer sur un certain nombre de critères, comme la fréquence, comme la corrélation avec la religion, comme le statut social ou le contexte économique, entre autres, etc. Nous passons donc ici de l'explication par des causes à l'interprétation des motivations humaines. Ce qui fait que dans ces sciences, nous sommes davantage en présence d'une vérité interprétative qui en fait des sciences compréhensives et non explicatives à proprement parler. Nous retiendrons donc que dans les sciences humaines, la spécificité de l'objet d'étude entraîne la difficulté de s'aligner sur le modèle des sciences de la nature, qui, elles, procèdent par expérimentation. Ici, la combinaison de critères différents permet d'échafauder une méthode originale pouvant garantir un certain niveau d'objectivité, et c'est cela qui en fait encore des sciences malgré leurs difficultés. Ce qui nous amène à examiner la nature et la valeur de la vérité scientifique. Ceci va constituer le deuxième point de cette leçon. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser d'abord à la nature de la vérité scientifique. La question que nous nous posons ici est de savoir si la connaissance scientifique est absolue. Il sera aisé de montrer que les connaissances scientifiques sont provisoires parce que relatives, pour la raison qu'elles sont tributaires de facteurs limitatifs, tels l'état d'avancement des connaissances de l'époque considérée, qui fait qu'à chaque époque nouvelle, il s'avère nécessaire de changer de paradigme, c'est-à-dire de dispositif expérimental conduisant à une solution. Il y a aussi l'instrumentation scientifique, car si les instruments sont obsolètes, voire inadaptés, la mesure scientifique risque d'être biaisée. Voilà pourquoi Bachelard disait « une science à l'âge de ses instruments de mesure ». Il y a encore le problème de l'induction, qui fait que les lois scientifiques sont formulées dans les sciences expérimentales par généralisation ou par amplification à partir de quelques cas à tous les cas supposés être régis par une même loi. Dès lors, l'apparition d'un seul cas rebelle à la loi considérée la rend caduque. Si nous considérons que tous les signes sont blancs et qu'un jour on rencontre un signe noir, la vérité scientifique va être mise en question. Le scientifique se met alors à la recherche d'une nouvelle loi qui intégrerait l'ancienne tout en la dépassant.
La seconde question que nous nous poserons ici est de savoir si la connaissance scientifique est susceptible de répondre à toutes les questions que l'homme se pose. Pour y répondre, il suffira de rappeler que la science est limitée à la connaissance des lois qui régissent les phénomènes naturels et humains. Elle renonce donc à étudier les problèmes qui engagent le sens de l'existence, tout comme celles qui s'intéressent aux fins dernières, par exemple. La science, ainsi, ne saurait embrasser la totalité des questions que l'homme se pose, ni avoir la prétention d'y répondre. Mais le silence de la science est dû simplement au fait que certaines questions ne font pas partie de son domaine d'étude. Dans un deuxième point, si nous nous penchons sur la valeur de la vérité scientifique, nous verrons que la vérité scientifique permet de nous éclairer sur le monde et sur nous-mêmes, et que parallèlement, elle libère l'esprit de l'ignorance, de la superstition, des préjugés et de toutes les fausses croyances. Ainsi, grâce à la vérité scientifique, l'homme parvient à réaliser pleinement son humanité, car la science est une activité strictement humaine, et aussi, on voit que de par sa prétention à l'universalité, la science incarne l'espoir d'une humanité unifiée autour de valeurs communes. Nous retiendrons ici que les critères de vérité changent selon les sciences, mais que toute vérité scientifique résulte d'une méthode rationnelle. Toutefois, il faut admettre qu'aucune vérité scientifique n'est absolue, et comme le dit Bachelard, en science, les vérités d'aujourd'hui sont les erreurs de demain. Pour conclure, nous aurons compris que la vérité scientifique est relative et qu'il s'agit d'une vérité évolutive. Et c'est d'ailleurs cela qui nous donne l'idée de l'importance qu'a l'erreur dans la science. D'ailleurs, le philosophe Engels nous dit que l'histoire des sciences est l'histoire de l'élimination progressive de l'erreur, c'est-à-dire son remplacement par une erreur nouvelle, mais de moins en moins absurde. Ce qu'il faut donc ici, c'est faire attention au mythe de la science. La science n'est qu'une activité humaine. Chers élèves, nous nous donnons rendez-vous pour une troisième leçon qui portera comme titre « Sciences et techniques ». À bientôt.